On est là depuis 2 jours pour un atelier de partage de connaissances organisé par la BI, la Haute Autorité du Waqf, en partenariat avec la Banque islamique de développement et la BADEA, sur l'institutionnalisation du Waqf en Afrique de l'Ouest. En effet, le Sénégal et le Niger sont 2 pays pionniers en matière d'institutionnalisation du Waqf. D'abord le Sénégal, qui a entamé la démarche depuis 2007 et qui a abouti à la mise en place d'un cadre réglementaire sur le Waqf en 2015, puis la création de la Haute Autorité du Waqf au Sénégal en 2017, à qui le Niger a emboîté le pas en 2019 pour la loi et en 2020 pour la création de la Haute Autorité du Waqf. Me concernant, je suis un cadre de la Banque islamique de développement. J'ai eu la chance d'accompagner le Sénégal dans tout ce processus-là et aussi capitaliser sur l'expérience du Sénégal pour travailler sur le Waqf au Niger. Ça a eu l'avantage de nous faire gagner du temps parce que le processus a pris 10 ans au Sénégal et ça nous a pris que 3 ans au Niger. Le processus est le même. On travaille d'abord sur le cadre réglementaire, ensuite le cadre institutionnel et on travaille sur la première génération des projets pilotes. Waqf qu'on modélise, on essaye sur le terrain, on confronte la loi au terrain et s'il y a lieu d'améliorer, on améliore. Ce qu'on a fait, la particularité du travail qu'on a fait, c'est qu'on a positionné le Waqf comme un outil, pas seulement comme un outil de charité, mais comme un outil de la finance sociale islamique à la disposition de l'autorité publique et de la société civile pour mobiliser des ressources additionnelles. Qu'on investit et puis on utilise les revenus ou l'usufruit de ces investissements pour financer les secteurs sociaux qui sont par exemple au Niger pour nous on s'est concentré sur le secteur de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation des couches vulnérables, notamment les jeunes et les femmes et de tout ce qui est développement rural. Et c'est cette expérience-là qui a intéressé certains pays voisins qui partagent avec nous le même cadre réglementaire, en l'occurrence celui de l'OHADA, qui ont aussi les mêmes réalités socio-culturelles que nous et qui cherchent aussi des solutions de mobilisation de ressources additionnelles et des outils de la finance islamique en conformité avec les valeurs de la société pour résoudre des problèmes sociaux comme la mendicité, comme la modernisation des écoles coraniques et franco-arabes, comme le chômage des jeunes, etc. Et la BID a décidé d'accompagner, la BID a accompagné le Sénégal, la BID a accompagné le Niger et face à la demande croissante de ces pays membres a décidé d'avoir une approche beaucoup plus holistique en déroulant un programme régional sur le Waqf et en partant aussi de l'expérience cumulée du Sénégal et du Niger. Très bien. Alors par rapport à votre question, je pense qu'il y a au moins 3 étapes dans le cadre de l'institutionnalisation du Waqf au Niger et s'agissant du cadre juridique et institutionnel. Alors pour rappel, il faut dire qu'au Niger, les projets Waqf ont précédé le cadre juridique institutionnel. Déjà en 2018, le Niger a bénéficié de 2 grands projets au profit de l'université islamique au Niger. Il s'agit d'un projet d'immeuble Waqf. Un projet d'immeuble Waqf qui devrait aider l'université islamique à régler ses questions de fonctionnement, notamment budgétaires. Et pour avoir ce bâtiment-là, la tutelle de l'université islamique, à savoir l'OCI, a négocié avec la BID pour la réalisation de ce bâtiment. Et l'exploitation de ce bâtiment devrait aider l'université à prendre en charge ces questions budgétaires. Deuxièmement, il y a eu le besoin, toujours dans le domaine éducatif, encore en lien avec l'université islamique, c'est les structures d'accueil. Au Niger, l'université islamique a ce qu'on appelle un département pour les filles. Donc,
c'est pour servir de logement aussi de cadre d'enseignement. Et le Niger a négocié avec la BID, il se trouve qu'il y a les fonds fiduciaires au niveau de la BID, pour avoir la construction de campus de haut standing au bénéfice de l'université. Donc ces deux projets-là ont précédé le cadre juridique institutionnel. À l'issue de ces deux projets, les autorités nigériennes se sont posé la question de savoir comment bénéficier de ce type de projet à l'avenir. Et les autorités nigériennes ont été conseillées par l'actuelle directrice de la haute autorité du WACF pour dire qu'au niveau de la BID, il y a des fonds WACF, mais il faut un process pour en bénéficier. Pour ce faire, la meilleure manière, c'est de mettre en place le cadre juridique institutionnel. C'est en ce sens qu'en 2019, le Niger va mettre en place une équipe pour réfléchir sur le cadre juridique institutionnel le plus adéquat et dans l'urgence, vu que c'est le premier porteur du projet, j'allais dire, de ce cadre-là, c'était le président de la République. Et en ce sens, le premier texte d'ailleurs que le Niger va adopter, c'est une ordonnance que 2019-20, du 20 septembre 2019. Et cette ordonnance, peut-être entre parenthèses pour l'explication, pourquoi j'ai dit c'est dans l'urgence, entre-temps l'Assemblée était en vacances, le président a demandé, a insisté pour que les textes soient prêts, et c'était durant cette phase-là que l'ordonnance a été prise. Puis l'ordonnance va être ratifiée plus tard, en octobre à la rentrée parlementaire, par la loi de ratification, qui et la loi portant relative au WACF au Niger. Donc, cette loi-là, notamment à son article 26 et 27, prévoit la création d'une institution qui, elle, va faire la promotion du WACF de manière générale, de la finance islamique de manière générale, puis elle va gérer aussi les WACF qui sont constitués par l'État pour servir de modèle. Mais une autre mission pour cette institution-là prévue au niveau de l'article 26 et 27, c'est la supervision, servir d'agence de régulation pour les WACF qui sont constitués par les particuliers. Donc à la suite de cette loi, cette ordonnance de 2019, cette loi de 2019, il va y avoir deux textes importants. Donc notez premier texte du point de vue juridique, l'ordonnance de 2019 ratifiée par la loi de 2019. Puis la deuxième phase, c'est deux décrets qui vont intervenir. Le décret d'application de la loi ou de l'ordonnance de 2019, c'est le décret 2020-136 du 7 février 2020 qui va porter création de la haute autorité du WACF comme structure, institution qui va faire la promotion du WACF, mais qui va mettre en œuvre tout ce qui est prévu au niveau de la loi. Premier décret. Mais le même jour, l'État nigérien a été, j'allais dire, très pertinent en constituant le premier fonds WACF public de l'histoire du Niger. C'est-à-dire, l'État va créer une institution, mais va lui donner du travail pour qu'elle serve d'exemple. L'État va constituer un fonds WACF FDS par décret, parce que la loi prévoit que les WACF qui sont constitués par l'État doit le faire par décret pris en Conseil de ministres. Donc, le même jour de la création de l'institution, l'État va constituer par décret pris en Conseil de ministres le décret 2020-142, le fonds WACF au profit des ayants droit des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ de bataille ou devenus invalides. Pourquoi cela? Nous parlons d'un fonds, c'est un fonds que la haute autorité doit gérer. Donc, dans le principe du WACF, la haute autorité va gérer ce fonds, va l'investir et l'usufruit de ce fonds-là va aller dans la prise en charge et l'autonomisation de ces familles. Donc, on doit noter déjà trois textes. La première phase, c'est la loi. La deuxième phase, c'est ces deux décrets-là. Le décret qui crée la haute autorité du WACF comme institution et le décret qui constitue le premier fonds WACF public. Maintenant, la haute autorité créée en février ne sera fonctionnelle qu'après la nomination, bien sûr, des premiers responsables. Elle va commencer à fonctionner à partir de juillet 2020. Et parmi les premiers travaux à faire, c'est de voir si ces textes-là adoptés sont applicables, cadre avec la réalité. Et en ce sens, face à la réalité, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'il fallait revoir. C'est pour cela qu'il y a eu deux textes, deux amendements par rapport au décret 2020-136 qui crée la haute autorité du WACF. Il fallait penser à un amendement, notamment pour accorder à la haute autorité la personnalité juridique qui lui permettrait d'avoir vraiment des relations avec les autres, qui lui permettra d'agir en justice et tout cela. Deuxièmement, il fallait clarifier à l'intérieur même, dans le fonctionnement de la haute autorité, les attributions de la direction générale et les attributions du conseil d'orientation et de contrôle.
Donc, les amendements ont porté sur cela, mais aussi permettre à la haute autorité du WACF de faire quoi? De pouvoir disposer de ressources humaines qualifiées. Ce n'est pas évident de le trouver au niveau national, donc c'est permettre, par exemple, les détachements avec du personnel venant des institutions de renommée qui ont l'expérience poussée dans le domaine de la finance islamique. Donc ces différents amendements ont fait l'objet d'un texte modificatif pour le premier décret, et c'est consacré par le décret 2020-878 du 3 décembre 2020 qui modifie le décret créant la haute autorité du WACF. Maintenant, s'agissant de l'activité, le fonds WACF FDS, nous avons dit créé par décret. Là aussi, il faut aller dans l'opérationnalisation. Et à ce niveau, si la haute autorité a été créée et c'est elle qui devrait gérer, ce texte a prévu comme si c'est le ministère des Finances qui allait gérer ce fonds-là. Donc il fallait faire aussi là-bas aussi le toilettage. Et en ce sens, on a prévu par rapport aux questions de tutelle, par rapport à l'opérationnalisation de fonds, de prendre un décret modificatif du décret 2020-142. C'est le décret 2020-879 qui modifie le décret créant le fonds WACF FDS pour permettre vraiment d'aller sur le terrain et de bien gérer ce fonds-là. Donc, en résumé, nous pouvons dire qu'il y a eu principalement 5 textes. L'ordonnance de 2019, ratifiée par la loi de 2019, c'est le texte fondateur. Puis, il y a eu les textes d'application de cette loi-là, les 2 décrets, le décret créant la haute autorité et le décret constituant le premier fonds WACF. Puis, par nécessité, les modifications qui sont intervenues, les 2 décrets modificatifs. Donc, en gros, voilà ce qu'il y a du point de vue cadre juridique du WACF au Niger. La seule chose qui reste, et je pense que c'est important autant pour la haute autorité, le cadre juridique du WACF au Niger, à l'issue de l'atelier, l'on est parti revenir là-dessus, c'est la question des mesures incitatives. Ça veut dire que dans ce texte-là, l'important, c'est aussi d'avoir des dispositions qui peuvent permettre aux investisseurs qui veulent venir dans nos pays respectifs pouvoir trouver vraiment le cadre adéquat. La question de la sécurité juridique, mais aussi les rabattements fiscaux. Et ça, on pense dans un futur proche. Oui, merci pour la question. Comme ça a été dit lors des discours pendant la cérémonie officielle, vraiment cet atelier vient pour nous à point nommé pour vraiment bâtir sur ce qui a été fait déjà dans certains pays, notamment le Sénégal, en termes de développement de l'écosystème du WACF en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. On sait que le Sénégal et d'autres pays ont déjà une certaine expérience dans ce domaine. Donc il nous paraît opportun, au vu du caractère innovant du WACF, vraiment de profiter de cette expérience-là et surtout de partager cette expérience-là avec les autres pays afin de développer le WACF dans tous les pays membres de la BID en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale pour essayer vraiment de tirer le maximum de cet outil-là qui, on le sait, est un outil puissant qui peut contribuer au développement socio-économique, surtout des couches les plus défavorables de nos sociétés. Et ça a été dit aussi pendant la cérémonie d'ouverture, nos pays sont confrontés actuellement plus que jamais à des contraintes budgétaires assez importantes, dues notamment aux différentes crises que vous connaissez. Donc vraiment explorer tous les voies et moyens, notamment le WACF, qui est un outil puissant de la finance islamique, peut vraiment contribuer à améliorer, comme je l'ai dit tantôt, les conditions de vie de certaines couches, notamment les plus défavorisées, que ce soit dans le secteur de l'éducation, de la santé ou des autres secteurs du développement. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que au cours de l'atelier, nous avons constaté que le Sénégal et le Niger ont beaucoup avancé dans ce processus. Ils ont une grande expérience. Nous sommes au début de notre expérience dans ce domaine. Nous avons beaucoup appris sur tout ce qui a été dit au cours de cet atelier. Nous allons capitaliser ces enseignements-là. Donc, dès le retour dans notre pays, nous allons mettre tout ça à profit pour faire avancer le processus d'implémentation du WACF au Cameroun. Nous sommes rendus déjà au niveau de la préparation des textes juridiques qui encadrent le WACF et la mise en place de l'institution en charge du WACF. Donc je pense qu'au retour, nous allons faire évoluer ces textes pour les faire valider avec notre hiérarchie
Et bien entendu, pour la perspective, nous souhaitons vivement que ce genre d'occasion soit multiplié pour que peut-être dès l'année prochaine, pourquoi pas, que nous puissions partager encore d'autres expériences qui ont évolué entre-temps. On fait une évaluation de ce qui a été fait entre les deux ateliers et on voit ce que chaque pays a pu faire pour évoluer à son niveau. Absolument, étant donné que les WACF, c'est une autre facette de financement islamique, et qui dit financement islamique peut être facilement compris, entendu et accepté par les musulmans en premier ressort. Le Sénégal et le Niger ayant plus de 90% de leur population constituée de musulmans, bien entendu, il serait plus facile dans ces États-là de faire implémenter ces instruments de la finance islamique. Au Cameroun, les musulmans ne sont pas majoritaires. Ce qui est sûr, c'est que c'est un gros défi de faire accepter cet instrument qui a déjà cours. Le Cameroun est membre de la BID. Le Cameroun travaille depuis des lustres avec la BID. Ils connaissent très bien la BID. Je pense que nous allons mettre tout ça à profit pour faire accepter ce projet au niveau des autorités, au niveau de la population, au niveau de tous les acteurs qui sont. Bien, cet outil, WACAF, c'est un très grand instrument pour la lutte contre la pauvreté et aussi des inégalités sociales. Notre participation dans cet événement, ça nous a aidé beaucoup. On va faire tout possible pour amener ça à notre autorité, qu'il prend en charge et cet outil-là pour lutter comme le Sénégal et les autres pays qui ont plus d'avancement pour pouvoir bouger cette affaire dans notre pays aussi. Okay. On avait déjà parlé sur ça, moi et mes collègues. On va voir qui est le point focal par rapport au BID pour pouvoir parler à lui. Et aussi, on va voir les autorités en passant par le ministère des Finances pour amener ce message au président de la République et va prendre en charge tous les dispositifs possibles. Et sinon, si on aura des problèmes, on va appeler le Waka au Sénégal pour qu'ils nous aident. Ils vont passer là-bas aussi. On va appeler comme celui-là que vous avez fait pour pouvoir rapporter ce message là-bas. Et en faisant en sorte que toutes les populations soient dedans, les parties prenantes soient dedans dans notre mise en place des cadres WACAF. Atelier bi am na njëriñ trop parce que liñ gis mooy ñun dëkk yi fi nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñoom ñu bari diine islam moo fa gën a bari doole amuñ ay jumtuwaay yoo xam ne yooyu dinañu mun a dimbale ci suñ diine ji jumtuwaay yooyu bokk na ci banque islamique bokk na ci tamit di assurance bokk na ci tamit di waaf bu ñoo wax nii parce que jullit su fekkee da nga am organisation boo xam ne léegoo léeg mun naa jël alal lu demee ni ki zakat si ñi am def benn fondation boo xam ne di nga ko mun a jox ñi ñàkk boobu defe naa xalaat bu baax la te wax benn ci principe yi mooy loolu. Mais notre sentiment, c'est un sentiment de satisfaction par rapport à ce que nous avons vu dérouler depuis hier dans ce programme de partage des connaissances en matière de waqf et de validation d'un programme de coopération des pays de la sous-région sur les questions du waqf, l'institutionnalisation du waqf, le partage sur le cadre juridique qu'il faut créer et éventuellement de la projection à des programmes de waqf au niveau de la sous-région. Avec la présence du ministre de l'économie et des finances qui a fait vraiment une bonne plaidoyerie en faveur du waqf et du programme du waqf au Sénégal et dans la sous-région.
l'effort que le gouvernement du Sénégal est en train de faire à travers des instructions du président de la République afin de soutenir, accompagner le Waqf au Sénégal. La présence de tous les invités et participants des pays de la sous-région, une participation active que nous avons constatée, un engouement des débats. On ne peut qu'aujourd'hui, à la fin des travaux, constater notre satisfaction. Mais le Waqf, c'est vraiment un concept extrêmement important en matière de l'économie sociale et solidaire. Je veux dire l'économie sociale islamique. C'est une composante extrêmement importante dans la finance islamique qui fait des financements extraordinaires et importants dans le développement. C'est un facteur économique important utilisé dans les pays du monde musulman, dans les Arabies, en Turquie et même ailleurs, en Malaisie ou en Indonésie. Donc pas mal de projets en matière d'éducation dans ces pays-là sont financés à travers des fonds Waqf. Et en matière de développement, sur les questions de développement des infrastructures sociaux de base, la santé, l'éducation, je crois que les fonds Waqf jouent un rôle aussi important qui a fait que dès la prise de conscience au niveau du gouvernement du Sénégal et des pays voisins, alors un programme est en train d'être lancé pour booster l'action du Waqf, les projets du Waqf, la culture du Waqf, essayer de créer l'environnement et l'écosystème nécessaire pour le développement du Waqf. Vraiment, le Waqf a un apport économique, un apport de développement social, vraiment qui peut substituer de demain, une fois développé, les aides au développement.